L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Mérinov et ses partenaires pêcheurs et industriels, dont l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie et Mi'kmaq Walestoki Indigenous Fishery Management Association, étaient jusqu'au 27 janvier en Bretagne pour découvrir les plus récentes avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de la pêche au chalut. L'un des objectifs était de s'inspirer des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle afin d'avoir des chaluts plus efficaces et écologiques qui éviteront davantage les prises accidentelles, que ce soit pour la pêche à la crevette ou pour se positionner en vue d'une possible reprise de la pêche commerciale au sébaste. Cette mission s'inscrit dans le mandat de Mérinov afin d'assurer une veille technologique pour permettre aux pêcheries canadiennes de s'inspirer des meilleures pratiques ici et ailleurs dans le monde. Nous avons déjà reçu Damien et Guillaume pour nous en parler lors d'un reportage. On approfondit ce sujet maintenant dans l'émission Enjeux de société. Oui, bonjour, moi c'est Guillaume Sinot, je suis pêcheur de crevettes. Puis on est présentement, je suis intéressé par la pêche au sébaste. Alors, depuis combien de temps tu pêches la crevette? Je pêche la crevette depuis 1997. Fait que ça fait j'ai 26 saisons de fête. J'en ai une vingtaine à titre de, même plus que ça. J'ai commencé de capitaine à l'âge de 18 ans. J'étais comme d'un plus jeune de la flotte. Là. J'ai suivi mon cours à l'école des pêches, mes cours de capitaine. Puis à 18 ans, mon père m'a laissé aller que le bateau. Je vais avoir 43 ans. Fait que ça fait près de 25 ans que je suis capitaine. Puis bien sûr, on a avec nous Damien. Alors Damien, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi c'est Damien Grelon, je travaille comme chercheur industriel chargé de projet pour Mérinov. Et moi je travaille dans le secteur des pêches pour Mérinov depuis 2011. Mais avant j'avais déjà quelques mandats de réaliser avec différentes flottilles. Alors on se retrouve à nouveau les trois, mais cette fois-ci pas dans un reportage, mais pour l'émission Enjeux de société. Parce que on a ouvert un sujet et puis l'idée c'était d'aller un peu plus en profondeur. On va quand même refaire un résumé dans le fond. On se parle là parce que vous êtes parti en Bretagne il n'y a pas très longtemps, en France, pour aller faire j'imagine faire un échange d'informations avec ce qui se faisait ailleurs, en lien avec des méthodes de pêche. Mais peut-être on pourrait commencer par faire un historique. Là, on va parler de la pêche au sébaste, mais peut-être, Damien, si tu pourrais nous faire un peu un historique de cette pêche-là au Québec ou en Gaspésie. J'irais plus dans le Golfe, parce que on partage des eaux entre différentes provinces. Historiquement, la pêche au sébaste a débuté dans les années 1950 à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent. C'était essentiellement des flottes étrangères qui venaient exploiter le poisson. Donc des Portugais, des Français, des Espagnols, des Américains surtout. Puis à partir de 1950, la pêche s'est structurée au Canada et il a commencé à y avoir une flotte canadienne qui a exploité cette ressource. L'exploitation du sébaste, au début, c'était essentiellement pour la fabrication de farine et d'huile de poisson et le prix était basé sur ces deux matières premières. Puis tranquillement, le sébaste a été transformé pour se tourner vers l'alimentation humaine. L'exploitation a augmenté au cours des années jusqu'à atteindre un pic dans les années 1970 où il y a eu des débarquements records autour de 160 000 tonnes annuellement.
Il y avait plusieurs usines de transformation à travers le Golfe. Au Québec, il y en avait de Blanc-Sablon, à Gaspé, aux îles de la Madeleine, à Passepébiac. Et il y en avait dans les autres provinces aussi. L'île du Prince-Édouard avait une très grosse exploitation sur le sébaste aussi dans ces années-là. À partir des années 80, il y a eu l'imposition de quotas de pêche sur le sébaste parce que il y avait une raréfaction de la ressource. La pêche, elle avait évolué, elle a commencé au chalut de fond, puis avec l'arrivée de grands chalutiers, il y a eu une pêche au chalut pélagique. Et ils sont revenus au chalut de fond. Alors le chalut pélagique permettait la capture de très gros volumes de poissons qui n'étaient pas au fond. Et le poisson se dégage du fond lors des périodes de reproduction. Et il y a 2 périodes de reproduction, une à l'automne et une au printemps. Donc les pêches se faisaient lors de ces périodes-là avec des volumes de capture très très importants. Puis dans les années 90, au début des années 90, il y a eu une nouvelle fois des débarquements records qui ont avoisiné 160 000 tonnes. Et en 1995, il y a eu l'imposition d'un moratoire sur toutes les pêches aux poissons de fond dans le golfe du Saint-Laurent suite à l'effondrement de tous les stocks de poissons. On parle du sébaste, mais on parle de la morue, on parle du flétan, du turbo. Tous les poissons ont été concernés par un effondrement massif de stocks. Et depuis 1995, il y a eu une petite pêche indicatrice au sébaste qui a commencé en 2000, dans les années 2000, pour un quota de 2000 tonnes métriques par année qui était pêché à environ 500 tonnes par année et qui permettait aux scientifiques de suivre l'évolution de la population de sébaste résiduelle dans le golfe du Saint-Laurent. En 2011, 2012, 2013, il y a eu un recrutement massif, jamais observé auparavant, de sébaste. Le sébaste, à partir de 2016, était rendu à une taille à peu près l'équivalent de la crevette nordique qui est pêchée au chalut, et le sébaste se retrouvait de manière très importante dans les captures de crevettes, et c'est là où les scientifiques ont constaté qu'il se passait quelque chose avec ce poisson-là. Donc il y a eu des études qui ont été faites à ce moment-là. Le suivi de la population a été enclenché de façon précipité, j'ai envie de dire. En tout cas, ça a réveillé des consciences parce que on s'attendait pas à revoir ce poisson-là dans ces niveaux d'abondance-là. Et aujourd'hui, le sébaste est l'espèce de poisson la plus abondante dans le golfe du Saint-Laurent, alors qu'en 2010, ce poisson, le sébaste, était inscrit sur la liste des espèces en péril au COSEPAC. Qu'est-ce qui se passe parce que là on parle de quelques années, comme 10-15 ans, est-ce que c'est un poisson justement qui arrive d'ailleurs, Non, c'est un poisson qui est endémique au golfe, donc c'est un poisson qui est résident dans le golfe, il naît dans le golfe, il vit dans le golfe et il meurt dans le golfe. Les femelles pondent de 30 à 60 000 œufs par cycle de reproduction. Elles ont un cycle de reproduction par année et l'abondance probable est due à la survie de larves de poissons de manière beaucoup plus importante que ce qui était observé par le passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce poisson-là on dit ovovivipare, c'est-à-dire que la fécondation se fait à l'interne des femelles et la femelle garde les œufs en maturation dans son ventre pendant 2 mois, je pense, avant de faire une extrusion qui est au mois de février, où là, elle relâche ses œufs dans le milieu naturel, et les œufs ont 1 an de phase planctonique. Donc les œufs remontent en surface,
pendant 1 an, se nourrissent à la surface sur du plancton et après 1 an redescendent au fond de la mer parce que c'est un poisson benthique à la base, là, dans son habitat d'origine qui est le fond des océans. Et des années antérieures, on pense que le taux de survie des larves était de moins de 1%. Et là, le taux de survie était probablement plus important. Là. Donc, ce qui explique le fait qu'il y ait cette abondance impressionnante de sébastes. Et toi, Guillaume, qui est aussi sur le terrain là, depuis longtemps, est-ce que tu as connu cette période-là de la pêche au sébaste? Dans les grosses années d'abondance de sébastes, quand la pêche était au plus fort des captures, moi j'étais trop jeune, tu parles des années 87 à 92, j'étais comme trop jeune pour pêcher j'étais pas dans le domaine des pêches en ce temps-là, j'avais connaissance de ça, mais j'étais trop jeune. Nous, on a vu la pêche à la crevette au début des années 2012, là, on prenait beaucoup de prises accidentelles de petits sébastes, là. Ça a devenu un gros problème, on s'est ramassé avec des fermetures de quadrilatères dans nos secteurs de pêche. Là, c'était vraiment problématique. Je vous dirais, de 2012 à 2016, ça a été problématique. Après ça, le petit Sébastien, il a grossi. Fait que là, la grille Normand, il passait direct dans la grille. Là. Fait que là, on en prenait un petit peu moins. Là. Fait que là, ça a été moins problématique, mais ça a été un bout, c'était vraiment un cauchemar. Là. Ben justement, Guillaume, veux-tu nous faire un peu comment ça fonctionne exactement la pêche à la crevette et pourquoi est-ce que le poisson passait pas au début, maintenant il passe? Comment ça fonctionne, les chaluts exactement? Ben, nous, tous les chaluts à crevettes sont munis d'une grille Normand. Ça, c'est une grille ça a été imposé au début du moratoire de la morue, du poisson de fond. C'était tous les chaluts à crevettes sont munis d'un dispositif de grille Normand pour justement les gros géniteurs, les gros poissons peuvent sortir par le cul du chalut, puis les petits poissons comme la crevette, puis les autres petits poissons, eux autres, ils rentrent dans le fond. Nous, le but, c'est ramasser juste les crevettes. Fait que là, ça a été imposé par Pêche Océan. Puis là, après ça, ben là, la pêche à crevettes, les stocks ont augmenté. Quand la pêche au poisson de fond a chuté, les captures de crevettes ont augmenté. Le TAC est venu à près de 40 000 tonnes il y a quelques années. Là. Après ça, en 2012, il y a eu un retour du sébasse. Là, nous, depuis ce temps-là, depuis que le sébasse a pris le terrain, la crevette, les stocks diminuent beaucoup. Là. Le stock est réduit de plus de moitié là, depuis 2016. Nous, ça nous rentre dans le corps pas mal. Là. Puis ça a des grosses pertes de revenus. Puis comment vous voyez l'avenir quand vous parlez entre vous, les pêcheurs, ou avec des personnes qui sont sur le terrain, qui font de la recherche comme Merinov? Est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir positif là-dessus, ou c'est un cycle, quelque chose qui va revenir? Ben nous, la pêche au sébaste, on voit ça quelque chose de positif pour nous aider en complément de revenus. Mais la crevette, la crevette nordique, vois-tu, nous, le TAC est à peu près à 15-16 000 tonnes métriques de crevettes. Puis on sait que le sébasse en mange près de 200 000 tonnes par année de crevettes nordiques. Fait que, puis nous, ils nous coupent nos quotas de 1000-2000 tonnes pour l'industrie de la pêche. C'est énorme, ça nous fait mal. Ça fait mal aux pêcheurs, ça fait mal aux usines. Mais le sébasse en mange beaucoup. Là. Fait que là, nous, on demande un retour de pêche au sébasse pour diminuer la population de sébasse, pour donner une chance à notre crevette de rester en vie. Nous, parce que là, les quotas baissent tout le temps. Fait que là, à un moment donné, il n'y aura plus de rentabilité à avoir avec un crevettier. Là. Est-ce que les navires qui pêchent la crevette peuvent faire aussi la pêche au sébasse? Vous êtes équipés pour faire les deux ou comment ça fonctionne? Mais présentement, c'est nous qui avons la flotte la mieux adaptée pour un retour de la pêche au sébasse. Là. On a juste à changer le chalut. Tu mets un chalut à poisson de fond, puis avec un bon système, puis c'est réglé. Je vous dirais, une journée, tu changes l'engin de pêche, puis t'es parti au sébasse. C'est pas plus long que ça. Là. D'accord. Ce que je comprends bien, en fait, peut-être c'est une question pour toi, Damien, parce que la population augmente, puis maintenant que c'est un poisson de fond qui a une taille assez importante, c'est elle qui se met à manger la crevette. C'est pour ça que la crevette diminue, c'est bien ça, si je comprends? Ça serait beau si c'était aussi simple. Il y a aussi un réchauffement des eaux du fond du golfe. La crevette est une espèce d'eau froide, donc elle aime pas les eaux chaudes, donc les succès de reproduction sont moins bons à ce moment-là. La prédation du sébaste, c'est sûr, on parle d'un stock qui est évalué à
entre 3,3 et 4,7 millions de tonnes métriques, là, dépendamment des années d'évaluation et des aléas d'échantillonnage auxquels les scientifiques font face. Là. Mais on estime à 220 000 tonnes de crevettes mangées par le sébaste sur un quota global qui fait en sorte qu'on diminue la mortalité de crevettes par effort de pêche, mais c'est disproportionné et il y a une incompréhension au niveau des pêcheurs, puis c'est normal à ce moment-là. Là. Donc l'autre enjeu, c'est oui, la flotte de crevettiers, c'est les bateaux qui sont le plus proches pour reprendre une pêche au sébaste, parce que c'est une pêche qui va se faire au chalut. Maintenant, il y a des enjeux de conservation à bord, il y a des enjeux de manipulation du poisson, il y a des enjeux de techniques de pêche. On peut pas reprendre les mêmes techniques de pêche que celles qui avaient cours avant les années 95. Le devoir de gestion et de respect des écosystèmes et des différentes espèces fait en sorte que il faut arriver avec une preuve que ça va être le moins impactant possible. Faut faire la preuve de concept à ce moment-là. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs parti en France, entre autres, pour aller justement explorer ces technologies-là. Ben en fait, parce qu'en France, ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est prometteur, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages pour arriver à quelque chose qui est industrialisable et fonctionnel. On a beaucoup de travaux à faire dans ce sens-là. Puis la raison de la mission était de voir les avancées technologiques qui étaient réalisées là-bas et avec l'appui des pêcheurs, d'avoir un œil d'applicabilité dans le milieu. C'est-à-dire que ce qui a été fait là-bas, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut le prendre puis le transférer directement sur nos bateaux dans l'état actuel des choses? La réponse est non. Donc il y a du travail à faire pour arriver à solutionner ces problématiques-là. Et qu'est-ce que vous y avez vu pour que ce soit si intéressant que ça? Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus en détail cette technologie-là qui pourrait être prometteuse? Alors, ce qu'il faut comprendre de la pêche au chalut, c'est que c'est une pêche de filtration. Donc, le principe du chalut, c'est une grande épuisette en fait qu'on tire derrière un bateau là, pour faire une image facile à interpréter là. Et on la tire 2, 3, 5 heures et on remonte le chalut et on regarde qu'est-ce qui est resté dedans, qu'est-ce qu'on a attrapé qui est resté dedans et on choisit ce qu'on veut garder à ce moment-là. La sélectivité dans la pêche au chalut se fait par filtration, donc c'est une sélectivité sur un mode passif. Les organismes qui peuvent passer au travers des mailles et se sortir du chalut, on les garde pas. Puis les organismes qui ne peuvent pas passer au travers des mailles, on les garde. Ça va bien quand il y a des classes de taille assez différentes, mais quand on rentre des poissons de la même taille, mais pas des mêmes espèces, puis qu'il y a une espèce qu'on veut garder, puis l'autre qu'on veut pas garder, bah ça marche pas. Donc là, la philosophie qui est développée en France, c'est une philosophie qui change le concept de sélectivité par filtration et qui passe à un concept de sélectivité active, c'est-à-dire qu'on choisit ce qui reste dans le chalut et on exclut ce qu'on veut pas garder dans le fond. Parce que en fait, tout ce qu'on remonte à la surface dans la pêche au chalut a souvent peu de chances de survivre si on le remet à la mer, même tout de suite après la pêche. Il y a les flétans qui ont des taux de survie qui sont assez intéressants, mais les autres espèces qui sont qui ont une vessie natatoire, donc une poche d'air pour assurer leur flottabilité dans l'eau, là, eux, quand on les change de profondeur brutalement, comme le fait la pêche au chalut, ils n'ont pas le temps de compenser cette poche d'air. Elle grossit, puis elle crée des dommages irréversibles aux organismes qui entraînent la mort peu de temps après les avoir remontés en surface. Donc le principe, c'est de choisir le poisson au fond
et de ne remonter que ce qu'on veut garder pour la pêche, et le reste, on le laisse au fond. C'est ça, en fait, qu'on a observé en France. Ah, je me permets d'ouvrir une parenthèse avec Guillaume. Quand tu as commencé la pêche, Guillaume, justement, il y a déjà quelques années, tu disais plus de 20 ans de ça, là, quand tu as commencé, tu avais 18 ans. Est-ce que, comme pêcheur, vous aviez, j'imagine, vous aviez beaucoup moins d'informations de tout ce qu'explique en ce moment Damien, mais comment est-ce que vous fonctionniez, c'est-à-dire par rapport à la connaissance du terrain avec le nombre de poissons, puis les tris que vous faisiez, tout ça, comment est-ce que vous fonctionniez en tant que capitaine? Ben, dans les années 95, là, quand l'effondrement des stocks de poissons de fond est arrivé, la pêche à la crevette, on avait la grille, mais on n'envoyait pas de poissons de fond. Même les pêcheurs de filets moyens et de palangre, dans ces années-là, il y avait beaucoup de difficultés à capturer le quota. Il y avait vraiment plus de poissons de fond. Puis après ça, dans les années 2010, en montant, eux autres, même en 2005, le turbo s'est mis à arriver beaucoup. Ça a venu bon, la pêche est venue bonne. Nous autres, on avait la grille, fait qu'on le voyait pas trop. Là. Mais ça a été problématique, c'est quand le Sébastien est arrivé. Il y a un laps de temps, il y a 10-15 ans, la crevette, on prenait juste la crevette. Des plus accidentelles de petits poissons, on n'en voyait pas, ou peu. C'était vraiment négligeable. Mais en 2011-2012, le petit Sébastien est arrivé, c'est lui qu'on a vu. Tout le monde a resté comme sous le choc. Personne n'a vu ça venir, si vous voulez. C'est nous, les premiers, les crevettiers, qui a vu ça. À Bordeaux, il y a du Sébastien, puis là, on s'est aperçu, on a vraiment un problème avec ça. Là, il a grossi, fait que là, il y a un stock énorme dans le golfe. Là. Est-ce que tu as vu durant cette mission, justement, en Bretagne, est-ce que c'est quelque chose qui paraît prometteur quand tu fais le lien avec ce que tu fais à ton travail tous les jours et versus ce que tu as vu? C'est sûr, un peu comme Damien disait tantôt, on ne pourra pas faire un chalut comme avant avec rien. Ça va prendre un bon système technologique pour justement voir le poisson, ce qui rentre dans le chalut, avec peut-être qu'il y a des dispositifs de relâchement, le poisson qu'on ne veut pas prendre. C'est sûr, ça ne sera pas copier-coller comme il y a 30 ans passés. On ne pourra pas faire une pêche de même. Ça va être une pêche qui va être responsable. On va choisir le poisson dans le fond de l'eau. Puis, parce que là, on a des contraintes de prise accidentelle, de flétans, de turbo, de murlu. Il va falloir juste prendre le Sébastien. Ça va être ça, c'est ça l'enjeu pour une réouverture de la pêche au Sébastien, présentement. Et du coup, si on revient à cette technologie, Damien, pardon, est-ce que quand tu parles de sélection active, est-ce que c'est comme un laser qui vient checker à chaque fois ce qui passe, ou comme des fois quand aujourd'hui je voyais sur les tables pour trier la crevette, là maintenant ça fonctionne avec des lasers qui peuvent envoyer ou sortir de la table de travail les crevettes, mais est-ce que c'est des technologies de ce style-là? Alors ça s'y rapproche, c'est des caméras, hein, c'est pas des lasers, là, c'est des œils électroniques, là, comme ce que nous subissons en ce moment pour se parler, mais à une plus grande définition. C'est des caméras qui sont couplées avec un algorithme qui a été entraîné avant en intelligence artificielle pour faire de la détection de l'espèce ciblée et des autres espèces, là, et qui permet ce qu'ils ont développé en France. Puis eux, ils n'ont pas le même mode de gestion des pêches, donc ils peuvent garder différentes espèces. Donc c'est seulement les espèces qu'ils veulent garder qui sont importantes pour eux autres, là. Puis s'ils n'en voient pas, pas utile de pêcher à ce moment-là. Et c'est mise en action de pêche ou enlever de l'action de pêche que fait le système en arrière, c'est-à-dire qu'il va déployer le chalut sur le fond au contact, ou bien il va lever le chalut du fond pour qu'il n'y ait pas de capture à ce moment-là. Mais comme je disais tantôt, ils sont à l'étape expérimentale sous forme de prototypes qu'ils essayent. C'est de l'essai-erreur, puis c'est du développement. Puis le concept qui est en arrière est super intéressant, mais nous, il faut qu'on aille plus rapidement pour la réouverture de la pêche au Sébastien. Donc avoir un système qui puisse être déployé sur les navires dans les prochaines années, quand la reprise va s'opérer. Est-ce que ça veut dire que c'est prévu donc au niveau gouvernemental que la reprise peut se faire, ou vous devez montrer patte blanche
apporter une technologie ou démontrer au gouvernement, comme tu disais peut-être tout à l'heure, qu'il faut que vous démontriez quelque chose pour que ça puisse se faire? C'est vous qui devez jouer un rôle en ce moment? C'est une question qui a beaucoup de ramifications. La réouverture de la pêche, pour l'instant, c'est une décision du gouvernement. Les enjeux qui l'encadrent sont des enjeux qui sont plus d'ordre de partage de la ressource entre les différents groupes qui pêchent, qui peuvent potentiellement pêcher le sébaste. Là où notre intervention fait du sens, c'est dans les règles qui vont être mises en place lors de la réouverture des pêches. On sait à peu près quel genre de règlements vont encadrer ces pêches-là, là, et ces règlements vont faire en sorte que dès qu'il va y avoir des captures accidentelles, donc des espèces qui sont non ciblées par cette pêche, le gouvernement va fermer des zones de pêche, donc va réduire le terrain de pêche en fait. Et le problème, c'est que le terrain n'est déjà pas très grand pour la pêche au sébaste. Il y a beaucoup de zones qui sont exclues à la pêche et les quotas ne pourront pas être atteints s'il n'y a plus d'endroits disponibles pour aller pêcher le sébaste. Ou le sébaste, on sait qui s'y tient. Donc en fait, pour pallier à cette contrainte réglementaire, il faut faire une démonstration que les pêcheurs travaillent à ne pêcher que du sébaste. D'accord. Donc ça veut dire que on va pas pouvoir prendre tout de suite la technologie que vous avez vue en Bretagne, même peut-être pour eux, c'est peut-être pas encore quelque chose qui est possible sur leur terrain. On va pas prendre celle d'il y a 30 ans. Est-ce que j'imagine que vous travaillez sur quelque chose où vous, je sais pas si je dis vous, mais Mérinov et d'autres chercheurs au Québec travaillent sur déjà un chalut qui permettrait de le faire assez rapidement? Alors on a fait en 2017-2020, on a fait un projet sur un chalut qui peut être levé du fond en jouant sur l'ajustement de la longueur des câbles et la vitesse du bateau. Donc le chalut peut aller soit en contact avec le fond, soit être décollé du fond. C'est ce qui s'appelle la connexion française, le branchement en connexion française, où en fait le bas du chalut est branché sur les panneaux divergents et le haut du chalut est branché sur le câble en amont des panneaux divergents. Donc si on augmente la tension dans les câbles, on tire sur le haut du chalut et ça lève le bas du chalut tout simplement. On a fait la démonstration qu'il y avait un potentiel pour limiter les captures accidentelles avec ce concept-là. Ça reste une technologie très basique, très simple à mettre en place, mais les résultats sont très variables et dépendent en fait de la pratique de pêche qui est en arrière. Donc les bons pêcheurs vont bien l'utiliser, les pêcheurs un peu moins bons vont mal l'utiliser et les résultats de fermeture de zone vont être là pareil, quoi. Parce que les pêcheurs n'ont aucun intérêt d'avoir des captures accidentelles, mais des fois, puis ça c'est vrai pour tout le monde, là, on a des idées reçues, on pense qu'il faut que ça gratte le plus longtemps possible sur le fond pour attraper le plus de poissons, puis des fois c'est pas ça. Mais ça c'est l'expérience, et les meilleurs sur la question, c'est pas les chercheurs, c'est les pêcheurs eux autres mêmes. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, les captures accidentelles aussi permettent, pour ce qui en tient un suivi, je veux dire, de faire ça fait comme un peu un constat de ce qui est sur ce qu'il y a sur le terrain, en fait. Vous êtes capable de voir, tiens, comme là, Guillaume, tu nous as partagé que l'augmentation du sébaste est arrivée parce que vous le voyez dans les filets, là, concrètement, là. Je voulais faire un travail de projection. Toi, Guillaume, d'ici 10, 15, 20 ans, comment tu vois la pêche de demain par rapport à ce que tu fais déjà, puis par rapport avec tout ce qu'on parle déjà là, comment tu te projettes, toi? La pêche de demain, dans la crevette, ça va être, je sais pas, les nouvelles sont comme pas bonnes.
va falloir avoir une reprise au Sébastien le plus vite possible pour donner une chance à notre crevette de survivre. C'est sûr que la pêche de demain va se faire avec beaucoup de technologie. Ça va être encore un chalut. Ça va être de la technologie autour du chalut pour justement être capable de choisir le poisson qu'on veut prendre puis celui qu'on ne veut pas prendre. Il va y avoir de la pêche au chalut, je suis confiant de ça. D'après moi, la pêche qui va faire vivre les régions dans les prochaines années, ça va être le Sébastien. La crevette, ça va être des petits volumes. La crevette qui va rester, ça va être des petits volumes de crevettes. Le rouge ça va être une pêche complémentaire de Sébastien ou de crevettes. Ça, l'avenir nous le dira. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de moratoire dans la crevette. Mais comme c'est là, à court terme, puis dans 10 ans, ça va être le Sébastien qui va garder les communautés actives. Puis justement, parce que le Sébastien, on sait aujourd'hui comment la pêche en général, soit le homard, la crevette, le crabe, tout ça, il y a toute une répercussion au niveau du tourisme, le local aussi, de la consommation qu'en font les gens. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure, Damien, dans l'historique, on le pêchait beaucoup quand on en faisait de la farine. Est-ce que, entre autres, mais est-ce que aujourd'hui on est capable de lui donner une valeur, de quelle façon on peut consommer ce produit-là ou le transformer pour qu'il ait une valeur qui soit, j'imagine, qui puisse être positive, quoi? Oui, alors je vais rectifier un peu. Ça a commencé par de la farine puis de l'huile, mais très rapidement, ça s'est transformé en poisson qui était mis sous filet et le gros de la consommation c'était dans les cabines de plage sur la côte est américaine pour du fish and chip. Donc le fish and chip qui était consommé de façon traditionnelle, commune et à très grande échelle aux États-Unis, c'était du Sébastien qui était pêché dans le golfe du Saint-Laurent. Donc pour la mise en valeur, il y a plusieurs projets qui sont en cours justement parce que historiquement c'était du filet de poisson qui était proposé sur les marchés. Ça l'est encore par des pays qui produisent du Sébastien comme l'Islande. Ils ont une transformation sous forme de filet importante et ils alimentent beaucoup les marchés qui sont en Europe centrale. Ici, on a un poisson qui est plus petit, globalement plus petit pour l'instant. Il y a des marchés qui s'intéressent aux poissons ronds, donc entiers, avec sa peau. Il est juste éviscéré. Et c'est probablement vers ces marchés-là qu'il va falloir se tourner pour demain, parce que tout se mange dans le Sébastien. D'accord. Sauf les arêtes, mais tout se mange. Mais peut-être pour terminer, Damien, je te poserai la même question. Toi qui es sur le volet un peu plus recherche, si tu faisais une projection dans les 10 à 20 prochaines années, comment toi tu verrais l'état de la pêche? Oui. Alors, je vais sortir ma boule de cristal. C'est toujours tendancieux un peu de se projeter dans l'avenir puis de faire des prédictions sur telle ou telle pêcherie. Le golfe du Saint-Laurent est un écosystème qui est très complexe. Donc en ce moment, il y a une arrivée d'eau chaude dans les fonds, mais on sait que l'entrée du golfe, il y a comme un robinet d'eau froide qui vient du Labrador, puis un robinet d'eau chaude qui vient du Gulf Stream, là. Puis dépendamment de quel robinet s'ouvre de manière plus importante, on a des courants à différentes températures qui rentrent dans le golfe et qui viennent un petit peu réguler c'est des hypothèses de chercheurs encore, hein, mais je ne fais que les répéter, c'est pas moi qui les ai inventées, là. Mais ça vient réguler la température au fond du golfe et ça a un impact sur les écosystèmes et les organismes qui y vivent. Le crabe des neiges et la crevette nordique, c'est des organismes qui aiment particulièrement les eaux froides. En ce moment, les conditions, c'est plus des eaux chaudes qui rentrent dans le golfe, donc ils sont pas avantagés. Par contre, ça avantage d'autres espèces comme le homard, ça avantage le Sébastien, et c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc, comment prédire l'avenir ? De un, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis il y a peut-être des choses qui vont se répéter, donc on peut tabler là-dessus. Quel est l'avenir pour la pêche à la crevette spécifiquement
je peux pas le dire, je le sais pas. Est-ce que la prédation du sébaste va toujours être orientée sur la crevette? C'est peu probable, mais je le sais pas dans l'absolu. On sait que le sébaste mange plein d'autres espèces qui sont aussi présentes en abondance dans le golfe. Et pour l'instant, au niveau de la science, quand on fait des relevés scientifiques, qu'on remonte des sébastes en surface, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont dans l'estomac, ben, on trouve pas grand-chose parce que à cause de la remontée rapide en surface et de la décompression violente qui est faite au niveau de la vessie natatoire, ben, les contenus stomacaux sont souvent régurgités à la montée et on ne retrouve pas ce qu'ils avaient dans le ventre exactement. Donc, on trouve des petits morceaux, des trucs comme ça nous permet de faire des hypothèses, mais ça reste c'est regarder la vérité dans le trou de la serrure, puis il n'y a pas grand-chose, on voit pas grand-chose. D'accord. En tout cas, merci beaucoup tous les deux pour participer encore à cette réflexion-là. Puis, on souhaite bonne continuation parce que là, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est toujours quelque chose, vous allez être dedans pour les prochaines années encore, donc pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de travail, puis l'avantage, c'est que on a posé les balises, puis on le fait toute la gang ensemble, tu sais, les pêcheurs, les chercheurs, les fabricants, les équipementiers. Il y a un groupe de travail qui est autour de la problématique et on amène le plus de réflexion pour trouver des solutions qui soient acceptables et acceptées de tous. C'est ça, Guillaume, j'allais te demander, toi, j'imagine, je sais que vous travaillez tous en groupe, en équipe. J'avais déjà entendu des pêcheurs quand j'allais faire des entrevues, des fois sur le terrain à Rivière-Ornax, et que des fois ça va pas assez vite. Il y en a qui sont des fois peut-être un peu plus frustrés. Et puis toi, comment tu te sens? Tu te sens en confiance là-dedans, avec la façon dont ça avance? Un peu comme dire, oui, on aimerait que ça va plus vite, puis la pêche, faut que la pêche ouvre plus vite. Pour justement, la prédation, c'est la crevette. Puis en même temps, il faut en emmener sur les marchés du sébaste. Si on veut avoir un marché qui commence à être lucratif puis que faire découvrir ce produit-là, il faut qu'il y ait une rouverture de la pêche pour en mettre sur les marchés, que les usines l'essayent puis avoir des acheteurs pour ça. Parce que tu arrives avec une ouverture demain matin, avec un gros volume de sébaste, les usines ils vont dire on le vend à qui? Le marché n'est pas préparé. Nous, on demande des pêcheurs une petite ouverture, puis avec un tonnage qui est décent. Fait que là, on en met ces marchés, les usines ont le temps de se préparer. Puis là, mais le gros volume est ouvert, ben là, les usines vont être prêtes. Là, moi, j'en veux de tant de tonnes, moi, j'en veux de tant de tonnes. Fait que là, ça va pouvoir mieux aller. Là, on prévoit une ouverture d'un an, 2 ans, mais comme celui-là, il est encore sous moratoire. On est comme pogné avec ça. Puis les usines sont pognées avec ça aussi. On ne sait pas comment qu'on va avoir. Mais nous, on demande un tonnage pour 2023, même une petite ouverture en 2023. Puis qui enlève ce poisson-là sur le moratoire. Là, il y a le mot moratoire dedans. Fait que là, les acheteurs, eux autres, sont comme frileux. Ils disent, c'est un poisson qui est protégé encore, il est sur moratoire, on n'en veut pas tout de suite. Oui, il est petit, mais par contre, il y a quelque chose à faire avec pareil. Fait que nous, on demande une ouverture. On va en pêcher responsablement, sans trop prendre de prise accidentelle, du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a présentement. Puis on va s'améliorer en cours de route avec la pêche. Est-ce que, en tant que pêcheur, vous avez des moyens de pression ou de communication justement avec les instances gouvernementales pour essayer de faire avancer des choses? Je sais que les capitaines propriétaires, vous êtes déjà un regroupement. Est-ce que de là, vous pouvez, avec les députés ou la politique, au niveau politique, vous vous sentez quand même supporté? L'écoute du fédéral est très faible actuellement. On martèle le problème, ça fait quelques années. Là, les stocks de crevettes diminuent tout le temps. Là, on dit, écoute, là, à un moment donné, ça ne marche plus. Là, la crevette diminue tout le temps. Ils mangent la crevette. Oui, il y a un réchauffement climatique, mais il y a beaucoup de prédation par le sébaste. On a les équipements pour le pêcher. Puis là, les usines, il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation présentement parce qu'il n'y a pas d'ouverture vraiment. C'est tout en pêche expérimentale. Puis comme c'est là, le gros du sébaste, c'est un petit peu qui est pêché, c'est vraiment pour l'appât. Il est comme encore trop petit pour le filet, mais là, on essaie de trouver des solutions. On martèle beaucoup le problème, c'est la prédation présentement pour les stocks de crevettes et chutes à vue d'œil par rapport à ce poisson-là. D'accord. On veut en pêcher, puis on veut que ça bouge un peu plus vite. Encore merci beaucoup à vous deux, puis je vous souhaite bonne continuation là-dedans. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci à toi, Marc. Bonne journée.